Et pour en parler, je suis avec deux messieurs. Voilà, il n'y a que des messieurs là. C'est pas normal. Bon. Omar Chodari, cofondateur de Newway.move. Bonjour. Bonjour, j'ai bien prononcé? Bien sûr. Bon. Newway.move. Et Raphaël Liogier, sociologue et philosophe. Bonjour. Trop beau, incroyable. C'est vrai? Bah oui, le petit costard, tout ça, Parfait. très bien. Ah bah, je me suis mis beau pour vous. Hein. Oh, tout de suite, tout de suite. Il veut plus d'invitations, encore et encore. Bah, exactement. Bon. Omar Chodari, première question. Vous êtes une victime ou un soldat? Je dirais un soldat. Vous avez la référence, j'espère, Kerry James. Bien sûr. Je dirais un soldat, comme Donc, Kerry pour James. réexpliquer avant, pour que les téléspectateurs comprennent bien, vous venez de quartier à la base, Villiers-le-Bel. Exactement. Et vous avez donc baigné dans l'entrepreneuriat, vous vous êtes dit non, je veux réussir. Voilà. Oui, exactement. En fait, j'ai été baigné dans l'entrepreneuriat via mon père. Mhm. Mon père qui a commencé en fait sa carrière en étant ouvrier, maçon, et qui petit à petit a construit cette petite entreprise. Devenant entrepreneur, il a vraiment compris que la sueur de son front et le dur labeur qu'il menait avait un impact autour de lui et un impact au sein de sa famille. Il nous a toujours dit qu'un jour, vous allez vous également devenir entrepreneur pour avoir un impact autour de vous. C'est déjà une très belle histoire. Moi, ce qui m'a poussé à faire ce sujet, c'est aujourd'hui, on a le premier forum économique sur l'entrepreneuriat en banlieue, le Davos des banlieues, c'est comme ça qu'on l'appelle. Avant de venir, parce qu'on a pu avoir le patron de ce forum, avant de venir ça, on est parti voir directement les jeunes franciliens de banlieue pour leur demander, comment est-ce qu'ils voyaient leur avenir, est-ce qu'ils avaient des projets plus tard. J'ai déjà essayé avec plusieurs projets, je sais que j'y arriverai pas, j'ai pas réussi à tenir le coup, on va dire. Alors plus tard, j'aimerais bien faire hôtesse de l'air. Je pense que j'ai pas assez confiance en moi pour monter une entreprise et tout. Plutôt la peur de l'échec. Soit enseignant-chercheur, soit enseignant dans le secondaire. Enfin, ça fait déjà 4 ans que je suis à la fac. Ouais. J'ai fait beaucoup de réorientation. On est obligé d'échouer par moment pour réussir. Alors moi, plus tard, j'ai pour projet d'être prof-chercheur en sociologie. Je pense que si on se donne les moyens, on peut y arriver. Surtout que aujourd'hui, on a beaucoup d'aide, tout ça. Donc si on se donne les moyens, je pense que ça peut être possible. Je voudrais être policier. Dans mes projets, je suis très investi, je suis très persévérant. Je pense aussi que j'ai le potentiel. Plus tard, je voudrais travailler dans des grands bureaux, dans le secrétariat. Je pense qu'on est tous un peu dans le flou. Moi, j'ai une grande passion pour l'électronique et j'aimerais bien faire quelque chose là-dedans. Lancer une start-up, c'est quelque chose qui a l'air compliqué. Je me sentirais peut-être pas prêt. J'hésite entre le parcours d'enseignant-chercheur ou sinon essayer de passer un master géopolitique et d'essayer d'intégrer une grande instance comme l'Union européenne. J'ai peur dans le sens de ne pas y arriver. La peur de l'échec, c'est commun à tout le monde. Après, c'est aussi par rapport à ma condition sociale, c'est-à-dire que je travaille beaucoup, j'ai très peu d'argent. Je pense que j'ai les capacités, en tout cas j'ai l'envie et la détermination. Du coup, je verrai bien. En tout cas, je m'accroche à ce rêve. Ils ont quand même beaucoup de projets, tous ces jeunes. Hein. Ouais. Raphaël Liogier, je me tourne vers vous. Aujourd'hui, on dit que les jeunes ont de plus en plus peur. Les jeunes de banlieue ont de plus en plus peur de se dire je vais me lancer. On a entendu beaucoup de jeunes dire moi, je n'ose pas lancer ma start-up, entreprendre, ça me paraît compliqué. Est-ce que c'est un phénomène qui est exclusif aux jeunes de banlieue? Et si oui, pourquoi? Non, ce n'est pas un phénomène exclusif aux jeunes de banlieue. Hein. Je dis, c'est un phénomène général. Dans la jeunesse aujourd'hui, on parle depuis les années 80, en gros, on est négatif. Rien ne va plus. Rien ne va plus économiquement, rien ne va plus écologiquement, rien ne va plus à tous les niveaux. Et ce qui a l'air d'aller est sans cesse édulcoré, passé sous le tapis. Moi, je trouve au contraire que les interviews, c'était des interviews assez assez optimistes. Oui. Pardon. Non seulement optimistes, mais avec plein une variation. Et pas seulement de l'entreprise. C'est assez étonnant parce que la majorité d'entre eux, ils voulaient être fonctionnaires. Hein, puisque enseignants-chercheurs, policiers jusqu'à preuve du contraire, c'est pas une... ils ont compris que là-dedans, on était tranquille. Hein. Je crois pas que ce soit ça. Non, je crois qu'il y a un désir, il y a une multitude de désirs. Et je crois que justement, si on fait un Davos de l'entrepreneuriat des banlieues, déjà la première chose, c'est de ne pas l'appeler Davos. Parce que quand on continue à l'appeler Davos, c'est qu'on fait référence à ce qui est exactement le contraire de ce qu'on veut faire. C'est par le haut, alors que là, on veut susciter le désir par le bas. Pas des milliardaires de la planète qui ont passé leur temps justement à détruire la planète. C'est un peu autre chose qu'on cherche à faire aujourd'hui. Et les jeunes, ils en sont conscients. Et deux, peut-être qu'il faudrait le faire, il faudrait investir des lieux qui sont des lieux des jeunes, des banlieues, pour leur rendre désirable de partir de là où ils sont, de construire à partir de là où ils sont, plutôt que de le faire au centre-ville de Paris, dans le 7e arrondissement, voire dans le 16e, comme apparemment ça a l'air d'être le cas. J'aurais bien aimé que le président du Davos des banlieues vous écoute. On l'a quand même interviewé. Je vous propose qu'on l'écoute avant. Écoutons-le.
Le Forum économique des banlieues a organisé sa première édition au Conseil économique, social et environnemental. L'objet de ce forum économique, de ce premier Forum économique des banlieues, c'est de répondre à une question. Sur les 30 dernières années, les gouvernements de droite et de gauche qui se sont succédés ont successivement, alternativement, posé les questions de qu'est-ce que nous faisons de ces territoires, les banlieues, d'un point de vue social, d'un point de vue sécuritaire, d'un point de vue urbanistique. Mais la question de qu'est-ce que nous pouvons faire de ces territoires d'un point de vue économique ne s'est jamais réellement posée. Alors nous, ici, au Forum économique des banlieues, nous avons non seulement décidé de poser la question, mais en plus d'amener des réponses tous ensemble. Qui c'est tous ensemble? Eh bien, tous ensemble, c'est notre méthode. On a mobilisé les élites économiques, politiques, administratifs. Et nous avons eu la chance ce matin d'avoir Xavier Niel qui est venu échanger avec 3 entrepreneurs, 3 dirigeants d'entreprises installés dans nos banlieues. Nous avons une table ronde avec Geoffroy Roux de Bézieux, le président d'honneur et ancien président exécutif du MEDEF. Nous avons eu Jean-Philippe Courtois, ancien numéro 3 monde de Microsoft. Et nous en avons plein d'autres. Nous avons Fabienne Aratakan qui interviendra demain et qui est la directrice générale France de LinkedIn. Donc oui, nous avons pas mal d'élites. Nous avons aussi invité l'ensemble des présidents de groupes parlementaires à l'Assemblée nationale pour venir pitcher, expliquer, nous donner leur vision du développement économique des banlieues. En dehors des Républicains, tous les groupes parlementaires étaient présents et ont porté un intérêt à notre sujet. Voilà, moi je trouve cette initiative quand même malgré tout intéressante. Moi je me tourne vers vous, Omar. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui avec l'entrepreneuriat des jeunes de banlieue ? En fait, comme on l'a entendu dans le reportage, dans le micro-trottoir que vous avez fait, moi je ressens 2 choses. Il y a la première chose qui est la peur. Donc ici, en fait, je pense que culturellement parlant, en France, l'échec est très mal vu. Quand on compare l'échec, comment il est perçu en France, et l'échec, comment il est perçu aux États-Unis. Aux États-Unis, l'échec pour les personnes qui subissent un échec est un nouveau point de départ à un succès. Et en France, En France, on pointe du doigt l'échec. Ça devient une part de notre histoire ou de notre historique, que ce soit financier ou entrepreneurial. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que c'est cette sensation de plafond de verre que ces jeunes ont, parce qu'ils disent qu'on n'a pas les moyens, on est de banlieue, on n'a pas les connexions, on n'a pas le networking, on n'y arrivera pas. Mais il y a peut-être autre chose aussi. Moi, je sais pas, je pense par exemple, on a eu l'année dernière, parce qu'il y a le rapport aussi aux jeunes de banlieue. L'année dernière, il y a un truc qui a terni quand même pas mal l'image des jeunes de banlieue. Les manifestations, par exemple, suite à l'affaire Naël, ont terni quand même beaucoup l'image des banlieues. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quand même des images qui ont choqué beaucoup les gens, qui ont beaucoup été relayées. Évidemment, ne pas faire d'amalgame, tous les jeunes de banlieue n'y ont pas participé, mais est-ce que d'une certaine manière, on ne peut pas se dire ces événements-là aussi participent au fait que entreprendre pour un jeune de banlieue, c'est un peu plus compliqué? Certes, c'est totalement vrai ce que vous dites, mais encore une fois, vous l'avez souligné, il ne faut pas faire d'amalgame. Les jeunes de banlieue ne sont pas représentés par ces personnes-là. Moi, je suis de banlieue. Toute ma fratrie est issue de banlieue. On est tous des entrepreneurs, une fratrie de 6. Et aujourd'hui, moi, je rencontre énormément d'entrepreneurs de banlieue qui font en sorte que de mettre en avant et de faire briller la banlieue. Le 95, le 93, etc. Donc, il faut mettre en lumière ces personnes-là et leur donner l'opportunité de montrer que les banlieues, nos banlieues françaises, ont du talent. La question aussi qu'il faut se poser pour faire avancer les choses, parce que c'est toujours l'objectif même de nos émissions, pour être franc, c'est comment est-ce qu'on reconnecte les différentes populations? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui mettent un marqueur. Là. Il y a les jeunes de banlieue et il y a les autres. Comment est-ce qu'on fait pour reconnecter les autres, Raphaël Lugier? On a parlé de la peur. Oui. La peur, elle est mutuelle. Oui. C'est pas seulement les jeunes de banlieue qui ont peur des centres-villes, parce que les centres-villes, c'est le plafond de verre, c'est quand ils arrivent avenue Niéna, ils arrivent avenue Niéna, ils voient ces grands bâtiments, etc., ils disent c'est inaccessible. Moi, je fais une confidence, je viens de banlieue, voilà. et moi, quand j'étais petit, Saint-Lazare, c'était ma limite. C'était ma limite. Vous arrivez même sur les Champs-Élysées, voilà, il y a une sorte de rêve, ça devient une sorte de rêve qui se caractérise par un cauchemar concret, immédiat, avec l'inaccessibilité, même des objets comme ça, des Ferrari, tout ce que l'on veut, etc. Et puis de l'autre côté, il y a la peur des centres-villes, des bourgeois des centres-villes, des banlieues. Et vous avez remarqué que depuis le début de l'émission, enfin, quand on parle de ça, on parle de quoi? On parle d'espace. Les banlieues, c'est un espace. Les centres-villes, c'est un espace. Donc, il faut faire un effort sur l'espace. Or, organiser ça
avenue d'Iéna, ça me semble pas un bon début. Je pense que on devrait faire non seulement ne pas essayer de tirer les banlieues vers le centre-ville en disant ramener le centre-ville aux banlieues. Exactement, dire regardez, c'est pas dangereux. Il y a des gens qui vivent là et ils peuvent être heureux là et on peut faire partir des entreprises de cet endroit-là. Là, il y a des mesures fiscales à prendre, il y a toute une série de choses qui ont été essayées et qui sont possibles. C'est rendre la banlieue désirable, c'est rendre la banlieue verte, la banlieue en faire un lieu. Finalement, en faire autre chose qu'une banlieue, en faire un centre. Et comment on efface cette image, même liée à la culture populaire? Parce qu'on voit beaucoup d'entrepreneurs qui revendiquent aussi cette culture populaire. Et je ne pense pas qu'il faut en avoir honte, mais je veux dire, comment est-ce qu'on arrive à changer l'image des gens de cette... Il faut partir de ce qui est déjà. Il ne faut pas essayer d'imposer de l'extérieur et de faire ce qu'on adore faire en France. Pas seulement à ce niveau-là, mais avec la laïcité, avec tout ce qu'on veut, c'est donner des leçons de morale aux banlieues, donner des leçons de morale aux gens sur leur foi, sur leur manière d'être, etc. Non, on ne doit pas leur donner a priori des leçons de morale en disant « Regardez, on est supérieur, on va vous aider ». C'est pas du développementalisme, c'est ce qu'on a reproché à la logique coloniale. On vous aide, finalement. Non, on est là pour susciter en vous ce qui est déjà là, parce que vous êtes déjà géniaux. Chacun a sa part de génie et donc il faut que chacun déploie sa part de génie à partir de cette part de génie. Justement, comment est-ce qu'on fait concrètement? Je sais pas. Peut-être qu'il y a des jeunes qui nous regardent de banlieue qui ont peut-être cette part de génie au fond d'eux, ils le savent, mais ils se posent la question comment on fait. Est-ce que vous avez des petits tips pour les gens? Voilà. Écoutez, moi je vais citer 2 exemples, voire 3. Le premier exemple, c'est Moussa Camara. Moussa Camara qui a créé en fait un organisme qui s'appelle Les Déterminés. Moussa Camara a fait en sorte de donner les clés à ces jeunes de banlieue, qui pouvaient être comme moi, avec de l'ambition, vouloir créer une start-up ou entreprendre. Pour finir en costard-cravate comme vous, magnifique. Oui, non, mais sans cravate. Hein. Ah oui, sans cravate, c'est vrai. Mais l'idée, c'est de donner... L'idée, c'est de donner en fait les clés à ces entrepreneurs, à ces jeunes entrepreneurs, d'aboutir à leurs ambitions. L'autre exemple, c'est Monsieur Maurice Lévy. Monsieur Maurice Lévy, qui est l'ancien président de Publicis, qui a créé l'Escalator. L'Escalator qui a un levier, un pont entre la banlieue et en fait le network de ce monsieur-là. Pour petite anecdote, quand on m'a envoyé votre numéro de téléphone, on m'a envoyé Omar Escalator. Et moi, je me suis dit peut-être que la personne qui l'a envoyé, en fait, vous avez rencontré sur un escalator, mais en fait, c'est un vrai, c'est un incubateur. Oui, ou peut-être vous avez le droit. Hein. Non, pour le coup, mon nom de famille c'est Omar Chodari, mais l'escalator, c'était en fait notre rencontre, c'était notre lieu de rencontre. Avec mon cofondateur, on s'est rencontrés donc dans les locaux de l'Escalator et M. Maurice Lévy a mis en fait un environnement où les jeunes de banlieue se rencontrent et rencontrent également les élites du forum de Davos qui a eu lieu aujourd'hui, le forum des banlieues de Davos qui a eu lieu aujourd'hui. Ces élites-là, elles sont accessibles à ces jeunes de banlieue. Ils peuvent échanger sur des vraies thématiques, sur des vrais problèmes économiques et avoir des vrais conseils. Et c'est ça qui est important pour des jeunes comme... Pour avoir confiance en eux. Exactement. En parlant de confiance... On a encore parlé de lieu. C'est parce que c'est un lieu spécifique où les gens peuvent se rencontrer et donc peuvent se croiser, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société, peut-être à cause d'Internet, à cause de toute une série de choses, où les gens ne se rencontrent plus. Ils ne se rencontrent plus, je veux dire, physiquement. Oh, mais putain, mais incroyable. Mais oui, connecté. La rencontre physique, c'est ce qui permet de se mettre dans une situation de confiance, justement, de surmonter la peur, de se connaître, de se dire tiens, je l'apprécie même s'il est différent. Allons monter quelque chose ensemble. Exactement. Et donc c'est pour ça qu'il faut créer des lieux de rencontre. Il faut aller dans les banlieues. J'insiste, il faut qu'il y ait ces espaces d'interaction, on dit en sociologie. Il y a un autre moyen, parce que alors, tu as parlé d'Internet. Tu as parlé de la motivation, de la confiance. Moi, il y a un truc que j'aimerais qu'on regarde, c'est les vidéos de motivation sur Internet. D'accord. Voilà. Martin Luther King a dit « Crois en tes rêves et ils se réaliseront peut-être. Crois en toi et ils se réaliseront sûrement. » La plus grande faiblesse de l'homme se trouve dans le fait qu'il peut abandonner. Car la façon la plus sûre de réussir, c'est de toujours essayer, une fois de plus. Voilà, et il y en a des milliers de vidéos comme ça. En quelques mots, je donne la parole à qui veut bien la prendre. Est-ce que ça aussi, ça peut être des moyens de motiver les gens? Ça, c'est vraiment aujourd'hui, c'est un truc, les gens regardent, consomment tous les jours ces vidéos. Écoute, moi je pense que ça peut être un moyen, mais il faut faire attention. Il faut en fait regarder qui sont les auteurs de ces vidéos-là. Si les auteurs de ces vidéos-là sont des experts et ont un parcours, par exemple dans ce cas-là, entrepreneurial... Ce qui n'est jamais le cas, sérieusement. Oui, c'est rarement le cas, mais s'ils ont un parcours qui justifie ce discours-là, et dans ces cas-là, écoutez-le. Moi, j'ai envie de citer un exemple, c'est celui de Gallo Diallo, président de Smile, qui lui, aujourd'hui, fait un travail
incroyable avec son équipe qui en fait mettent en avant ce genre de contenu-là, mais c'est des brèves de toute une formation en fait. Donc c'est une formation très approfondie sur des thématiques très précises, que ce soit le marketing, le business development, le personal branding, et ces personnes-là en fait prennent juste quelques passages pour motiver les jeunes à en fait creuser le sujet. C'est la question qu'on peut se poser. Internet en quelques mots, est-ce que c'est un bon lieu de rencontre? Vous qui parlez d'espace. On peut aussi se rencontrer sur Internet. Il peut y avoir des espaces conviviaux sur Internet et c'est ce qu'il faut essayer ce à quoi il faut essayer de s'attabler. Mais moi, pour revenir à ces vidéos, ça prouve que l'humain, là, c'est l'anthropologue ou philosophe qui parle, ne peut pas se passer de narration. C'est-à-dire que l'humain a avant tout besoin de se raconter et de se raconter positivement. Elles ont un intérêt, ces vidéos. Elles permettent de s'identifier, de se raconter positivement dans la réussite, avec des gens qui, à l'évidence, ont réussi et qui donnent une image de la réussite, qui donnent une image positive. L'inconvénient, c'est quand c'est un peu trop romancé, puis quand c'est un peu trop, par exemple, assez viriliste. C'est archi-viriliste, on a des hommes qui sont forts, c'est le muscle, c'est le truc, alors que la vie, c'est beaucoup plus contrasté que ça. Donc, il faudrait peut-être travailler sur ces narrations. Mais on ne peut pas s'en passer. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Vous étiez fantastique. J'ai pu tout comprendre. On remercie évidemment toutes les personnes qui étaient derrière ces émissions. Le micro-trottoir, je ne l'ai même pas signé. C'était Hugo Valentin qui est parti à la rencontre des Franciliens. Nous, on part à votre rencontre, évidemment, tous les jours de la semaine sur 20 Minutes TV. Vous pouvez venir nous voir aussi sur Internet, sur 20minutes.tv et sur nos réseaux sociaux. D'ici là, moi, je vous dis à très bientôt.